Bonjour et bienvenue sur l'atelier de Fanoria. Aujourd'hui, nous allons remonter le temps en 1863. Imaginez un moment où tout bascule, un instant précis où l'ordre établi vacille, où les exclus deviennent des héros, où le rejet se transforme en triomphe. Imaginez une exposition d'œuvres refusées qui change le cours de l'histoire de l'art plus profondément que toutes les expositions officielles réunies. Ce moment existe. Il s'appelle le Salon des Refusés. Nous sommes en 1863 à Paris, capitale mondiale de l'art. L'Académie des Beaux-Arts règne en maître absolu sur le monde artistique. Son salon annuel détermine qui sera reconnu, qui vendra ses œuvres, qui entrera dans l'histoire. Être accepté au salon signifie le succès. Être refusé signifie l'obscurité, la misère, l'oubli. Cette année-là, le jury académique rejette près de 3000 œuvres sur 5000 soumises. Un massacre artistique sans précédent. Les artistes refusés sont désespérés, furieux. Certains pleurent devant leurs toiles rejetées. D'autres menacent de détruire leurs œuvres. Le scandale est tel que l'empereur Napoléon III lui-même en entend parler. Et alors survient l'impensable. L'empereur décide d'autoriser une exposition parallèle où le public pourra juger par lui-même des œuvres refusées. C'est un événement révolutionnaire. Pour la première fois, l'autorité du jury académique est contestée publiquement. Pour la première fois, on demande au peuple de juger l'art. Le 15 mai 1863, le Salon des Refusés ouvre ses portes au Palais de l'Industrie. Ce qui devait être une humiliation pour les artistes rejetés devient le début de la révolution moderne. Ce jour-là, naît l'art contemporain. Ce jour-là, l'avenir triomphe du passé. Pour comprendre la révolution de 1863, il faut d'abord comprendre le système que cette révolution va renverser. L'Académie des Beaux-Arts, fondée en 1648, contrôle notamment la production artistique française depuis plus de 2 siècles. Ce contrôle s'exerce à tous les niveaux. L'Académie dirige l'École des Beaux-Arts, seule institution offrant une formation artistique officielle. Elle décerne le prix de Rome, bourse prestigieuse permettant aux lauréats d'étudier en Italie. Elle organise le salon, seule vitrine où les artistes peuvent exposer leurs œuvres au public. Le salon n'est pas une simple exposition, c'est l'événement culturel majeur de l'année parisienne. Des dizaines de milliers de visiteurs s'y pressent. Les critiques d'art y consacrent des articles entiers. Les collectionneurs y achètent. L'État y commande des œuvres pour les bâtiments publics. Être accepté au salon peut faire une carrière, en être exclu peut la détruire. L'Académie impose des règles strictes, souvent non écrites mais absolues. Il existe une hiérarchie des genres. La peinture d'histoire, sujet biblique, mythologique ou historique, trône au sommet. Suivent le portrait, le paysage, la nature morte. Les scènes de la vie contemporaine sont considérées comme vulgaires. Le style académique privilégie la ligne sur la couleur, la composition équilibrée, le fini soigné, où chaque détail est rendu avec précision. Les sujets doivent être nobles, édifiants, moralement instructifs. L'art doit élever l'âme du spectateur vers les hauteurs de l'idéal, pas le plonger dans la trivialité du réel. Les nus sont acceptés, mais seulement s'ils représentent des déesses, des nymphes, des allégories mythologiques. Un nu contemporain serait pornographique. Une scène de la vie ouvrière serait de mauvais goût. Un paysage sans sujet noble serait insignifiant. Le jury du salon est composé de membres de l'Académie et d'artistes précédemment médaillés au salon. Ce système auto-perpétuant garantit que seules les œuvres conformes au canon académique sont acceptées. Toute innovation, toute originalité, tout écart par rapport aux normes établies est sanctionné par le rejet. En 1863, le jury est particulièrement sévère. Sur environ 5000 œuvres soumises, près de 3000 sont refusées, soit 60%. C'est un taux de rejet sans précédent qui crée un scandale immédiat. Les artistes refusés ne sont pas tous des marginaux ou des incompétents. Beaucoup ont déjà été acceptés au salon les années précédentes. Certains sont des peintres confirmés avec une clientèle établie. Quand les résultats sont annoncés en avril 1863,
c'est la consternation. Des centaines d'artistes découvrent que leurs œuvres, sur lesquelles ils ont travaillé pendant des mois, parfois un an, est rejetée sans explication, sans appel possible. Pour beaucoup, c'est une catastrophe financière. Ils ont investi dans les toiles, les pigments, les modèles. Ils comptaient sur une vente au salon pour survivre l'année suivante. Le rejet signifie la misère, l'impossibilité de payer le loyer de l'atelier, de nourrir leur famille. C'est aussi une humiliation publique. Dans le milieu artistique parisien, être refusé au salon vous marque comme un raté, un incompétent. Les collectionneurs vous évitent, les critiques vous ignorent, vos amis vous plaignent avec condescendance. Mais cette année, le taux de rejet est tel que la colère l'emporte sur la honte. Des centaines d'artistes refusés se rassemblent, protestent, exigent des explications. Certains parlent de boycotter définitivement le salon, d'autres envisagent d'organiser une exposition indépendante, malgré l'absence totale de précédents et les difficultés pratiques considérables. Dans ce climat explosif, quelqu'un a l'idée audacieuse de pétitionner directement l'empereur Napoléon III. La pétition, signée par des dizaines d'artistes refusés, demande à l'empereur d'autoriser une exposition parallèle où le public pourrait juger par lui-même des œuvres rejetées par le jury académique. C'est une démarche révolutionnaire. Elle conteste implicitement l'autorité du jury académique, suggérant que ses décisions ne sont pas infaillibles. Elle fait appel au jugement populaire contre celui des experts. Elle politise la question artistique en l'amenant devant le pouvoir impérial. Étonnamment, Napoléon III répond favorablement. Les raisons de sa décision restent débattues. Certains suggèrent qu'il voyait là une opportunité de se poser en libéral, ami des arts et du peuple. D'autres pensent qu'il voulait affaiblir l'Académie, institution trop indépendante à son goût. D'autres encore croient qu'il fut sincèrement ému par la détresse des artistes. Le 24 avril 1863, un décret impérial annonce qu'une exposition des œuvres refusées sera organisée dans une aile du Palais de l'Industrie, parallèlement au salon officiel. Les artistes refusés peuvent choisir de retirer leurs œuvres ou de les exposer, c'est leur décision. Face à cette opportunité inespérée, les artistes refusés se divisent. Certains voient le salon des refusés comme une chance de se faire connaître, de vendre peut-être quelques toiles, de prouver que le jury s'est trompé. D'autres y voient un piège. Exposer parmi les refusés, n'est-ce pas s'auto-étiqueter comme artiste de second rang? La peur de la moquerie est réelle. Le public parisien habitué à l'excellence académique du salon officiel ne va-t-il pas simplement rire des œuvres refusées? Les critiques ne vont-ils pas se déchaîner contre cette exposition du mauvais goût? Finalement, environ 500 artistes acceptent d'exposer leurs œuvres refusées. Parmi eux, Édouard Manet, Camille Pissarro, Paul Cézanne, James McNeill Whistler et bien d'autres qui deviendront des figures majeures de l'art moderne. Ils ne le savent pas encore, mais ils sont sur le point de changer l'histoire. Le 15 mai 1863, le Salon des Refusés ouvre ses portes 2 semaines après le salon officiel. Le public se presse dès l'ouverture, attiré par la curiosité, le scandale annoncé, le plaisir de voir ce que l'Académie a rejeté. L'atmosphère est électrique. Contrairement au salon officiel où règne une certaine solennité, le Salon des Refusés résonne de rires, d'exclamations, de commentaires moqueurs. Beaucoup de visiteurs viennent pour se divertir, pour rire des mauvais tableaux, pour confirmer leur adhésion au goût académique. Les salons sont bondés. En fait, le Salon des Refusés attire presque autant de visiteurs que le salon officiel, ce qui constitue déjà un succès paradoxal. Même si beaucoup viennent pour se moquer, ils viennent. Les œuvres refusées sont vues, discutées, débattues. Les critiques d'art se divisent. La majorité condamne violemment l'exposition, confirmant le jugement du jury académique. Mais quelques voix dissidentes commencent à suggérer que peut-être, certaines de ces œuvres refusées possèdent quelque chose que le salon officiel a perdu. La fraîcheur, l'originalité, la vie. Au centre de la controverse trône une œuvre d'Édouard Manet, Le Déjeuner sur l'herbe.
C'est le tableau le plus commenté, le plus moqué, le plus scandaleux de toute l'exposition. La scène représente deux hommes habillés en costume contemporain, assis dans un bois avec deux femmes. L'une des femmes, complètement nue, regarde directement le spectateur avec une expression tranquille, presque insolente. L'autre, en sous-vêtements, se baigne à l'arrière-plan. C'est une scène de pique-nique bourgeois où une femme nue côtoie des hommes habillés sans justification mythologique. Le scandale est total. Les visiteurs affluent devant le tableau, rient, s'offusquent, gesticulent. Les critiques le déchirent. Un jeune homme habillé, étendu à côté d'une femme nue, cela ne s'est jamais vu, écrit l'un d'eux. C'est une plaisanterie grossière, affirme un autre. Mais pourquoi ce scandale? Des nus féminins ornent le salon officiel par dizaines. La différence est cruciale. Les nus académiques représentent des déesses, des nymphes, des allégories. Ils sont idéalisés, donc acceptables. Le nu de Manet est une femme contemporaine, réelle, qui nous regarde. Elle n'est pas une Vénus mythologique, mais une personne, probablement une prostituée ou une demi-mondaine. Plus subversif encore, la technique de Manet. Il peint par larges aplats de couleurs, sans les dégradés subtils prisés par l'Académie. La perspective est aplatie, presque naïve. Le tableau semble inachevé selon les standards académiques. C'est une insulte aux règles établies. Manet monopolise l'attention, mais d'autres œuvres révolutionnaires passent presque inaperçues dans le tumulte. La symphonie en blanc numéro 1 de James Whistler, portrait éthéré d'une jeune fille vêtue de blanc, explore des harmonies colorées subtiles qui annoncent l'abstraction future. Les paysages de Pissarro et de Jonking, peints avec une liberté de touche qui préfigure l'impressionnisme, sont jugés inachevés et négligés. Cézanne expose 3 œuvres qui passent largement inaperçues, mais contiennent déjà les germes de sa révolution future. Beaucoup d'œuvres exposées sont effectivement médiocres, confirmant en apparence le jugement du jury. Mais, mélangées à ces œuvres faibles, se trouvent les semences de l'art moderne. Le problème est que le public de 1863, formé au canon académique, ne peut pas distinguer l'innovation géniale de l'incompétence. À court terme, le Salon des Refusés semble un échec pour les artistes exposants. La majorité du public et des critiques condamnent l'exposition. Peu de tableaux sont vendus. Les artistes refusés restent financièrement dans la précarité. Manet, en particulier, est dévasté par les moqueries. Il avait espéré que l'exposition prouverait son talent. Au lieu de cela, il devient le symbole du mauvais goût, l'homme qu'on montre du doigt dans les rues parisiennes. Sa famille bourgeoise est humiliée. Ses amis l'encouragent à abandonner cette voie scandaleuse. L'Académie, de son côté, se félicite. Le Salon des Refusés a prouvé, selon elle, la justesse de ses décisions. Le public a ri des œuvres refusées, confirmant qu'elles ne méritaient pas d'être exposées au salon officiel. Le système académique sort apparemment renforcé de l'épreuve. Napoléon III, embarrassé par le scandale, décide de ne pas renouveler l'expérience. Il n'y aura pas d'autre salon des refusés officiel. L'expérience semble close. L'ordre académique restauré. Mais, sous cette apparence de victoire académique, quelque chose d'irréversible s'est produit. Pour la première fois, le public a vu que l'art pouvait exister en dehors des normes académiques. Pour la première fois, des artistes ont osé montrer des œuvres qui contestaient ouvertement les règles établies. Plus important encore, quelques voix critiques se sont élevées en défense des refusés. Émile Zola, alors jeune journaliste, défend Manet avec passion. Baudelaire encourage les innovateurs. Quelques collectionneurs éclairés commencent à s'intéresser aux refusés. Un débat s'ouvre qui ne se refermera jamais. Qui a le droit de juger l'art? Le jury académique? Le public? Le marché?
Les artistes eux-mêmes? Cette question soulevée en 1863 reste au cœur de l'art contemporain. Les jeunes artistes, en particulier, tirent une leçon du Salon des Refusés. Monet, Renoir, Sisley, qui n'y exposaient pas encore, comprennent qu'il est possible de créer en dehors du système académique, que le rejet n'est pas une condamnation définitive, que l'avenir peut appartenir aux exclus du présent. Le véritable impact du Salon des Refusés se révèle dans les décennies suivantes. En 1874, un groupe d'artistes refusés ou marginalisés par le Salon officiel organise leur propre exposition indépendante. Parmi eux, Monet, Renoir, Pissarro, Degas, Cézanne, Sisley, Morisot. Un critique moqueur voyant le tableau de Monet, Impression soleil levant, invente le terme impressionniste, comme une insulte. Le groupe l'adopte fièrement. C'est la première exposition impressionniste qui sera suivie de 7 autres jusqu'en 1886. Cette stratégie d'exposition indépendante, rendue concevable par le précédent de 1863, devient le modèle de l'art moderne. Les fauves, les cubistes, les surréalistes, tous les mouvements d'avant-garde du XXe siècle organiseront leur propre exposition en dehors des institutions officielles. Le Salon des Refusés a démontré qu'il était possible de survivre, voire de triompher, en dehors du système académique. Cette leçon libère les artistes de la tyrannie du jury, leur permet d'expérimenter, d'innover, de créer selon leur vision personnelle plutôt que selon les normes imposées. L'histoire rend justice aux refusés en 1863. Le déjeuner sur l'herbe, hué en 1863, est aujourd'hui au musée d'Orsay, l'un des tableaux les plus célèbres de l'art français. Manet est reconnu comme un précurseur essentiel de l'art moderne. Les œuvres de Whistler, Pissarro, Cézanne, exposées en 1863, valent aujourd'hui des millions. Le Salon officiel de 1863, avec ses centaines de tableaux académiques soigneusement peints selon les règles, est presque entièrement oublié. Qui se souvient du lauréat de la médaille d'or cette année-là? Qui connaît les tableaux qui furent célébrés? Achetés par l'État? Reproduits dans les journaux? C'est le Salon des Refusés, l'exposition de l'humiliation, du scandale, de l'échec apparent qui entre dans l'histoire. Les perdants en 1863 sont devenus les héros de la postérité. Cette revanche posthume démontre que le jugement de l'histoire diffère radicalement du jugement contemporain. Le Salon des Refusés enseigne une leçon qui résonne encore aujourd'hui. Les gardiens du goût établi résistent toujours à l'innovation. Ce qui paraît choquant, laid, inacceptable à une génération devient souvent la norme de la suivante. Cette leçon s'applique au-delà de l'art, dans tous les domaines créatifs. Musique, littérature, cinéma, mode, les innovations sont d'abord rejetées par des institutions établies avant d'être finalement acceptées, puis célébrées. Le Salon des Refusés nous rappelle aussi l'importance du courage artistique. Manet aurait pu, après le scandale, revenir à un style plus acceptable, peindre des œuvres conformes aux attentes académiques. Au lieu de cela, il persiste, approfondit sa vision, influence toute une génération. Le 150e anniversaire du Salon des Refusés, en 2013, a donné lieu à plusieurs expositions commémoratives, notamment au musée d'Orsay. Ces expositions ont tenté de reconstituer l'expérience de 1863, montrant côte à côte les œuvres refusées et quelques œuvres acceptées au salon officiel. Le contraste est révélateur. Les tableaux académiques de 1863, techniquement accomplis, soigneusement composés, semblent aujourd'hui figés, sans vie, décoratifs mais dépourvus d'émotions véritables. Les œuvres refusées, avec leur fraîcheur, leur audace, leur humanité, parlent directement aux spectateurs contemporains. Cette inversion totale du jugement esthétique nous force à l'humilité. Qui sommes-nous pour juger définitivement une œuvre d'art? Comment savoir si ce que nous célébrons aujourd'hui ne sera pas oublié demain? Et si ce que nous rejetons ne sera pas célébré pour nos descendants?
Le système du jury académique a disparu, mais la question de l'exclusion artistique demeure. Aujourd'hui, ce sont les galeries, les conservateurs de musées, les collectionneurs, les critiques influents qui jouent le rôle de gatekeeper, déterminant qui sera visible et qui restera dans l'ombre. De nombreux artistes contemporains se sentent refusés par le système de l'art actuel. Trop conceptuel, pas assez commercial, hors des modes dominantes. Leur travail ne trouve pas de place dans les galeries établies ou les foires d'art internationales. Internet et les réseaux sociaux ont créé une forme de salon des refusés, permanent, où les artistes exclus du système traditionnel peuvent montrer leur travail directement au public. Comme en 1863, cette démocratisation soulève des questions. Le jugement populaire vaut-il celui des experts? La visibilité en ligne peut-elle remplacer la reconnaissance institutionnelle? Permettez-moi de partager une anecdote touchante qui illustre le renversement des valeurs artistiques. En 1863, un jeune bourgeois parisien amateur d'art conventionnel visite le salon des refusés avec ses amis. Devant le déjeuner sur l'herbe de Manet, il rit aux éclats. « Regardez cette femme, elle nous fixe sans honte. Et ces hommes habillés à côté d'elle, c'est grotesque. » Ses amis partagent son hilarité. 50 ans plus tard, en 1913, ce même homme devenu vieux visite une exposition commémorative de Manet. Il se retrouve devant le déjeuner sur l'herbe. Cette fois, il ne rit pas, il pleure. Un jeune visiteur, intrigué par ce vieil homme en larmes, lui demande pourquoi il pleure. Le vieil homme répond « En 1863, j'ai ri devant ce tableau. J'étais jeune, sûr de mon goût, convaincu que l'Académie avait raison. Aujourd'hui, je vois que Manet avait raison, que ce tableau est un chef-d'œuvre. Je pleure sur ma cécité d'alors, je pleure sur toutes les fois où j'ai ri de ce qui était grand, où j'ai célébré ce qui était médiocre. Je pleure parce que j'ai vécu assez longtemps pour voir mon erreur. » Cette anecdote, reportée par un journaliste de l'époque, capture parfaitement la leçon du salon des refusés. Nos certitudes esthétiques sont toujours provisoires, notre jugement toujours faillible. L'humilité face à l'innovation artistique est la seule sagesse. Que retenir du salon des refusés, cet événement qui a changé le cours de l'histoire de l'art? D'abord, que l'exclusion n'est pas une condamnation définitive. Les artistes refusés de 1863 sont devenus les héros de l'histoire. Leur rejet temporaire s'est transformé en triomphe éternel. Cette leçon offre de l'espoir à tous les créateurs qui se sentent marginalisés, incompris, rejetés par les institutions établies. Ensuite, que l'innovation est toujours contestée par les gardiens de la tradition. Le nouveau choc dérange, provoque le rire ou l'indignation. C'est inévitable, mais ce rejet initial ne signifie pas que l'innovation soit mauvaise. Souvent, c'est exactement le contraire. Le salon des refusés nous enseigne aussi l'importance du courage artistique. Manet, Whistler, Pissarro auraient pu se décourager après le scandale. Ils ont persévéré, creusé leur sillon, fait confiance à leur vision. Cette persévérance a changé l'art. L'événement démontre également que le jugement esthétique évolue avec le temps. Ce qui semble laid ou choquant à une époque peut devenir la norme de la suivante. Cette relativité du goût devrait nous rendre humbles dans nos certitudes, ouverts à ce que nous ne comprenons pas encore. Plus profondément, le salon des refusés interroge la nature du pouvoir dans le monde artistique. Qui a le droit de décider ce qui est bon ou mauvais en art? Les académies, les critiques, le marché, le public, les artistes eux-mêmes? Cette question, soulevée en 1863, reste sans réponse définitive. Mais voici la leçon d'espoir la plus profonde. L'histoire finit par rendre justice, pas toujours du vivant des artistes malheureusement, mais à long terme, la qualité véritable triomphe des modes passagères. Le génie authentique survit aux réputations usurpées. La beauté véritable traverse les siècles quand les succès factices tombent dans l'oubli. Le salon des refusés nous rappelle que l'art véritable ne meurt jamais. Il peut être rejeté, moqué, ignoré,
Mais s'il porte en lui une vérité humaine profonde, s'il exprime une vision authentique, s'il ouvre de nouvelles voies expressives, alors il finira par triompher. Aujourd'hui, quand nous visitons le musée d'Orsay et admirons le déjeuner sur l'herbe, nous célébrons non seulement le génie de Manet, mais aussi le courage de tous les refusés de 1863. Nous célébrons l'espoir qu'ils ont maintenu malgré le rejet, la vision qu'ils ont poursuivie malgré la moquerie, la révolution qu'ils ont accomplie malgré l'adversité. Le Salon des refusés vit encore, il vit dans chaque artiste qui ose innover malgré le risque du rejet. Il vit dans chaque créateur qui fait confiance à sa vision plutôt qu'aux modes dominantes. Il vit dans chaque âme qui comprend que l'exclusion d'aujourd'hui peut être la gloire de demain. Pour conclure cette exploration du Salon des refusés, permettez-moi de vous poser 2 questions. La première, si vous aviez visité le Salon des refusés en 1863, auriez-vous ri avec la foule devant le déjeuner sur l'herbe? Ou auriez-vous eu le courage de voir son génie? Comment pouvons-nous développer notre capacité à reconnaître l'innovation véritable dans ce qui nous choque et nous dérange? Ensuite, dans notre monde contemporain saturé d'images et de créations artistiques, qui sont les refusés d'aujourd'hui? Quel artiste, quel mouvement, quelle vision sommes-nous en train de rejeter qui pourraient être les classiques de demain? Je vous laisse méditer sur ces 2 questions, convaincu que le Salon des refusés, cet événement de 3 semaines en 1863, continue de nous parler 160 ans plus tard. Il nous rappelle que l'art véritable ne se plie pas aux conventions, que le génie authentique dérange avant de séduire, que l'avenir appartient souvent à ceux que le présent rejette. Les refusés de 1863 ont triomphé. Leur victoire est notre héritage, leur courage est notre inspiration. Leur message est éternel, n'ayez jamais peur d'innover, n'acceptez jamais le rejet comme verdict définitif. Faites confiance à votre vision, même quand le monde entier vous tourne le dos. Car l'histoire, tôt ou tard, rend justice aux exclus qui avaient raison. Je vous dis à bientôt.